Ok, Ça va, ça enregistre. c'est bon. Bon, et ben allez, on va commencer. Donc on est content que vous soyez tous aussi nombreux. On a voulu créer cette petite, comment on appelait ça? Ce petit séminaire, hein, ça fait le petit séminariste. Le petit séminaire de Créacas pour tous les abonnés FMNet et pour tous les utilisateurs de Dabradar, parce qu'il y en a déjà un petit peu. Et on s'est dit qu'en ce mois de juin, comme tout le monde est bien occupé et que se réunir dans un même endroit, c'était pas si simple, la solution d'une visio, d'une petite présentation de cet outil, en complément de ce qu'on a pu déjà un peu montrer lors du salon de la radio en début d'année, ça pouvait être pas mal. Et on pouvait aussi échanger, avoir un peu des retours d'expérience des premiers utilisateurs. Donc, on va, avec Gilles, vous faire une présentation un peu classique, on va dire, de cet outil-là. Et puis, on aura un petit moment d'échange à l'issue de cette présentation. Alors, j'ai encore des gens qui arrivent, donc j'admets. J'ai Donc, Samsung SM qui arrive, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, on a autour de la table, on a du monde, hein. On a François Cache de Radio Classique, bonjour. On a Guillaume de la bonjour. BNP, Irène, Pardon. Rachida. Rachida de l'Arcom, Serge Boutet, un ancien de l'Arcom qui est très actif du côté de Clermont, notamment sur les capteurs. On a, Pascal Fayard, hein. voilà, on a de l'Arcom, on a Axel, Ali, Olivier, Christophe, Djibril, Fabrice, Geoffroy, Luc, Ludovic. Je regarde si j'en manque pas. On a des radios, Sylvain, FG, Solucast, on a Emmanuel Derrien, Régis du groupe ISA, Patrick de Pyrénées FM, Maxime de Radio France. Tac, tac, tac. Et là, je suis pas mal. Est-ce que j'ai oublié des gens vraiment? Je m'en excuse d'avance. Là, on est pas mal. Donc, on va commencer par un petit partage d'écran. Je vais vous partager le PowerPoint qu'on a présenté. Et puis, notez, si vous avez des questions, vous les notez dans un coin. Et à la fin, on fera une revue. On fera un petit jeu de questions-réponses. Allez, c'est parti. Je partage mon écran. Hop. On se prépare au prochain Covid, en fait. On s'entraîne un peu au visio. Hop. Et ben, c'est parti. Je laisse le flow. Alors, où je commence Ouais, bah, l'intro. ouais, bah, vas-y. Allez, donc, petite présentation de Caracas. Vous nous connaissez, hein, avec plusieurs personnes qui sont là et on a des photos, mais ils sont là en vrai, hein. Ils ont Eric, prévu, ils font des roulades normalement Eric, derrière, ils passent, ils font des acrobaties derrière nous. Euh, donc, on a Nelcy. On a. Alors, Philippe, on ne voit pas, tu es trop grand, faut que tu baisses ta tête. Voilà, j'avais dit qu'il fallait marcher à genoux derrière. Et puis Eric, que vous voyez peut-être pas trop souvent. Salut, salut. Voilà, c'est notre public aujourd'hui. Donc, on est maintenant 5 à bord. Et on est aujourd'hui à Strasbourg. Alors, voilà, tac. On est exactement sur une des fenêtres, là où il y a le petit siège là en haut. Ça, ce sont les bureaux d'Egbolsheim. Alors, on fait pas mal de choses, hein, pour ceux qui nous connaissent pas trop, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup autour de cette réunion. J'ai encore des gens qui arrivent, pardon. Hop. Donc, de la supervision de radio, donc de flux, enfin de flux web, d'émissions en FM, en DAB, via notre réseau de capteurs, notamment FMNet. On supervise le watermarking, comme vous le savez, on supervise le watermarking en radio, et on travaille avec Médiamétrie sur ce sujet.
On surveille aussi un petit peu ce qui se passe sur le spectre parce que nos capteurs regardent un petit peu tout ce qu'il y a sur les bandes FM et DAB. On regarde aussi s'il y a des propagations exceptionnelles. On vous informe, on vous dit régulièrement sur ces phénomènes. Euh, Tout ce qui est pige et analyse en continu de flux sont aussi réalisés par Kerakas, que ce soit sur des flux de stream ou également sur des émissions en FM ou en DAB, parce que nos capteurs sont capables de réaliser ce type d'opération. En DAB, on a aussi on n'est pas uniquement du côté de la réception, mais on s'occupe aussi de la partie émission, collecte des flux pour le DAB, le multiplexage, la tête de réseau qu'on opère. Et puis en Alsace, on a plusieurs sites d'émission, on en a quatre au total, hein. Et on diffuse une dizaine de multiplex, les multiplex métropolitains 1 et 2, multiplex étendu alsacien et les multiplex locaux. Et puis on opère des têtes de réseau à Monaco, à Toulouse, à Limoges. Voilà. Que dire d'autre? On fait aussi du transport de flux audio des studios jusqu'aux émetteurs, Eh bien, transport en stream Icecast ou alors en micro MPX, en cours de développement et de test de notre côté. Du traitement de signal. On fait du traitement de signal. ben, Dabradar, ça, hein, ça fait partie Voilà. de. C'est C'est pour ça que je suis pas encore tout à voilà. fait aware. Et diffusion de web radio, on a aussi toute cette activité de streaming. Et puis, on fait un peu de roulage et de mesure pour un petit peu regarder ce qui se passe en dehors des bureaux et dans la vraie vie pour voir comment ça marche. Voilà. Ça marche pas bien. Voilà. Euh, En termes d'équipement, de matériel, on a 120 serveurs au total. On a recensé ça récemment. On a 550 devices sur tout le territoire en France et en Outre-mer. Donc des capteurs, des Craybox, hein. serveurs, des messages, tu disais, Des Craybox. des Crabox aussi, qui sont les systèmes qui permettent de transmettre les signaux du studio aux émetteurs et d'effectuer aussi du tatouage watermarking. On a nos quatre émetteurs, nos 10 émetteurs, enfin nos quatre sites de diffusion et nos 10 émetteurs DAB. Et on est présent dans plusieurs data centers, notamment sur TH2 et par 5 pour permettre des interconnexions avec tous les opérateurs du secteur. Nos clients, nos références, bon voilà, on a tous ces jolis logos, des partenaires plus services publics, Radio France, l'Arcom, des entreprises privées Diffuseur. qui diffusent ou qui opèrent, on va dire, à l'échelle, enfin, qui travaillent avec les radios, Médiamétrie, Towercast, TDF, MMD. On travaille aussi avec le diffuseur en Nouvelle-Calédonie, l'OPT. Et puis, on a tout un réseau de clients radio plutôt éclectique, hein, j'ai du mal à le dire, de l'échelle nationale jusqu'aux radios très locales ou radios régionales. Donc voilà. Donc maintenant, on va arriver dans le cœur du sujet après cette présentation très générale sur laquelle il n'y aura pas de questions, je vous rassure. Et on va passer à notre présentation de Dabrada et je vais laisser la parole à Alors, Gilles. l'idée enfin, en pensant roulage, hein, beaucoup d'entre vous ont effectué des roulages depuis les 10, 20, voire 30 dernières années avec des équipements divers, du matériel embarqué, de nos confrères connus, du matériel récent, du matériel moins récent. Et ce on s'est dit, un peu à l'image d'FMNet qui rassemble des capteurs qui sont au final mutualisés pour différents services que beaucoup d'entre vous utilisent, eh bien, c'est de mutualiser le roulage, hein, de manière à ce qu'en fait, euh, plusieurs euh, euh, utilisateurs, plusieurs personnes intéressées puissent consulter un même roulage.
L'idée, c'est de réaliser un seul roulage. Et l'idée forte là-dedans, c'est que plutôt que de faire un roulage sur chacune des fréquences ou avec un dispositif de carrousel qui va échantillonner et faire un point toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes sur chaque fréquence, l'idée, c'est d'échantillonner toute la bande DAB ou FM et d'enregistrer le signal RF sur un disque dur d'un seul coup pour ensuite le traiter plus tard, on va le voir. L'idée là derrière, c'est une économie de moyens, c'est-à-dire qu'en fait, on parcourt moins de kilomètres et bien sûr, en fait, on rend le résultat, l'objectif, c'est de rendre le résultat pour un ensemble d'utilisateurs et pas uniquement pour une personne intéressée par un canal hein, ou une fréquence FM, canal DAB ou fréquence FM. Next. Et dans ce cadre-là, depuis un an, nous sommes en mode expérimental, euh, mais déjà avec une dimension industrielle, puisqu'on a réalisé 20 000 kilomètres sur les principaux axes français, autoroutiers principalement, plus quelques axes non autoroutiers, notamment en Bretagne qui nous ont permis en fait d'acquérir énormément de données et d'affiner notre stratégie et notre système, de dialoguer aussi avec certains d'entre vous. Et on remercie au passage M1 et M2 qui nous ont fait confiance pour travailler avec nous en nous commandant des drive tests spécifiques à leurs besoins. L'idée d'un système unifié, c'est évidemment la reproductibilité de la mesure, reproductibilité à l'échelle géographique, mais également dans le temps. L'idée, c'est de comparer une couverture à un endroit donné et à un autre, mais également faire des comparaisons avant-après. Avant-après, c'est avant-après un allumage, une extinction, une modification technique du réseau de diffusion. Euh, euh, lorsqu'on roule et qu'on acquiert en fait le signal grâce à un véhicule, une antenne et un convertisseur analogique numérique qui va stocker le signal RF sur disque dur, eh bien on réalise toujours le même process, un process assez simple. Et ensuite, en fait, en data center, on lance en fait des récepteurs virtuels FM ou DAB et qui évidemment sont logiciels et identiques. Et donc en fait le processus de démodulation est toujours le même. On ne va pas utiliser un matériel ou un autre. Là, c'est logiciel. Hein. Les formats de données qu'on utilise au départ, en fait, lors de l'acquisition, c'est des formats IQ, du CSV, du JSON qui sont toujours les mêmes. Et, euh, pour cela, en fait, le fait de produire de la donnée, pour produire de la donnée, il est important qu'en fait on respecte le même format, les mêmes échantillonnages et les mêmes procédures. Euh, Là encore, c'est également utile pour l'export des résultats et vous le verrez, on peut exporter les résultats qu'on a acquis pour un traitement avec d'autres systèmes. Euh, voilà. Euh, L'idée de base, c'est de réaliser non pas une acquisition par canal ou par fréquence, hein, canal DAB ou fréquence FM, mais de récupérer la totalité du signal RF présent sur la bande FM ou sur la bande DAB, euh, ce qui aboutit en fait à un spectre RF qu'on arrive à reconstituer pour chaque point d'acquisition toutes les secondes. Le span pour le DAB, le span c'est la largeur hein, de bande, c'est 50 MHz hein, et le résolution bandwidth c'est 3 kHz
pour les techniques, avec une dynamique qui peut aller jusqu'à 70 dB. Cela permet pour chaque point de mesure, et quand on va faire un focus sur un canal, d'avoir toujours le contexte radioélectrique autour de ce canal. Et grâce à cela, on le verra, on va pouvoir voir notamment des impacts liés à de l'éblouissement, la saturation. On peut voir évidemment les interférences SFN directement sur le signal, sur le spectre, grâce au fameux mélange et au pic et au dip qu'on visualise sur le spectre de chaque canal. On peut exporter le spectre et on peut également réaliser un zoom fin jusqu'à identifier le creux, puisqu'en fait, je sais pas, pour certains, vous le savez, la largeur d'un canal DAB, c'est 1,536 MHz. C'est au milieu du canal, il n'y a pas de porteuse et on arrive à identifier l'endroit où il n'y a pas de porteuse en milieu de canal pour montrer qu'en fait, on a une excellente résolution au niveau de ce spectre. L'idée aussi, c'est mutualiser les moyens, réduire le coût de roulage. En un roulage, on récupère la totalité de la bande FM hein, ou DAB. Euh, on en profite pour nous dire que au lieu de faire 5 roulages chacun euh, pour soi, eh bien, on en fait un pour 5 et on réduit l'empreinte éco. Et dans le rendu des mesures, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de produire pour la visualisation la couverture évidemment du réseau qui intéresse nos clients, mais euh, pour ce client, la possibilité de visualiser quelle est la couverture de ses confrères et sur la même zone notamment. À quoi ça sert d'abradar? Déjà pour des audits ponctuels. On le voit pour des mises en service où eh bien, on a des clients qui nous demandent déjà de réaliser un roulage ponctuel d'une centaine de kilomètres par exemple pour vérifier qu'en fait de nouveaux émetteurs DAB plus se raccordent bien à un réseau existant. Euh, euh, à quoi ça sert hein, également, c'est qu'en fait, euh, l'idée, notre idée, c'est de proposer en fait un accès permanent à cette ressource d'information, c'est de une masse incroyable d'informations pour une meilleure compréhension de sa couverture en identifiant les points forts et les points faibles. Évidemment, ces points forts et ces points faibles, mais ceux également des confrères qui sont autour et qui ont peut-être choisi d'autres alternatives pour couvrir une zone donnée. Je vous l'ai dit, la validation de nouvelles mises en service d'émetteurs, et notamment sur un réseau SFN, on a toujours l'inquiétude de se dire est-ce qu'on va pas introduire, même si ces émetteurs DAB sont synchrones, plus de problèmes qu'on en avait au départ, avant cette introduction. On est sollicité aussi pour la levée de doute. Un doute, on a des remontées, on va dire, d'auditeurs hein, ou de clients hein, qui nous disent, ben, sur cette zone, on a un problème. Et en fait, on identifie par exemple que à un endroit donné, c'est une fréquence FM dont l'harmonique 2 tombe pile poil sur le canal DAB qui en fait vient éblouir les récepteurs, les autoradios et empêcher euh, la réception à cet endroit. À quoi ça sert aussi? C'est qu'en fait, périodiquement, on peut réaliser d'ab radar. L'idée, c'est de réaliser des contrôles périodiques de la couverture, comme un contrôle aléatoire. On va réaliser des milliers de kilomètres hein, tous les ans. En tout cas, c'est notre objectif. Et de vous donner en fait accès à des données rafraîchies qui vous permettent de vous assurer que la couverture s'est pas dégradée à un endroit ou à un autre lié à un problème X, Y, Z.
On a créé une interface de visualisation, car c'est bien de décoder, c'est bien d'acquérir, c'est bien de décoder, mais si on n'arrive pas à visualiser, tout ça, ça sert à rien, parce qu'en fait, on a une masse incroyable de données. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit, on a près de 200 téraoctets de données acquises cette année. Et en fait, si on n'a pas des moyens d'afficher en fait ces données, ben, ça sert à rien. Et on rencontre assurément des problèmes pour simplifier et vous rendre en fait des écrans suffisamment simples. Et vous le verrez, on a essayé de simplifier avec votre aide, hein, pour certains, vous nous avez fait sympathique remontée euh, et je vous propose d'explorer la philosophie en fait de l'affichage. Donc tout se passe sur FMnet. Euh, on a on accède avec FMnet, on le verra un peu plus loin, avec un menu si vous avez les droits à une page qui vous liste euh, soit sous forme géographique avec une carte, un cartographique, les drive tests qu'on a réalisés avec des numéros, soit sous forme textuelle en bas avec un moteur de recherche qui permet d'affiner et de trouver euh, par exemple les drive tests qui ont été faits sur la zone de Lyon. Euh, bah, on a un menu à gauche qui nous permet, une fois qu'on a affiché les drive tests, on sélectionne un drive test, hein, comme là ici, euh, un drive test qui concernait la zone de Rennes. On a la possibilité d'afficher pour chaque drive test le niveau de signal, le MER, le TI, et pour chaque canal, pardon. Hein. Donc pour chaque canal, on peut visualiser trois paramètres. Le niveau de signal reçu, donc évidemment en relation avec le champ, le MER, qui est le taux d'erreur, pour simplifier, hein, en DAB+, et le TI, le code TI, c'est l'identification du best server, c'est-à-dire l'émetteur le plus puissant au point de mesure, pour chaque point de mesure que nous mesurons. Euh, ouais, On démarre. ouais. Donc le MER, hein, c'est ce que tu viens de Le dire. MER. Donc, on a une possibilité en fait de passer d'un écran à l'autre pour visualiser tantôt le MER, tantôt le signal, sans modifier le zoom de manière à ce qu'en fait vous puissiez bien passer on va dire d'un paramètre à l'autre pour voir d'un côté. D'identifier les zones. Par exemple, là, vous avez une zone de bascule clairement entre la partie verte qui est couverte par un émetteur, la partie bleue côté Rennes qui est couverte par un autre, et identifier également la zone de jonction où vous pourrez, pardon, sur la zone de jonction au milieu, vous pouvez voir l'impact en fait en termes de MER sur cette zone. On peut choisir évidemment le canal cible et on peut également visualiser, on le verra peut-être un peu plus loin, le niveau reçu au niveau de l'antenne, hein, le niveau global reçu sur la bande DAB, de manière à identifier le contexte d'éblouissement potentiel, hein, du récepteur lors d'une drive test. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur cet aspect zoom qui permet de passer d'un paramètre à un autre, on peut aussi conserver le même zoom et comparer sur un même paramètre, que ce soit le taux d'erreur ou le niveau de champ, deux canaux. C'est-à-dire qu'on peut regarder ce qui se passe sur le métropolitain 1 et le métropolitain 2 pour avoir une comparaison du petit voisin, parce qu'en DAB, contrairement à la FM, le choix la constitution des réseaux appartient finalement à chaque opérateur de multiplex. Donc ça permet vraiment d'avoir cette comparaison, comme on disait au début. Hop. Donc on va regarder un petit peu plus dans le détail On comment ça continue se un peu. passe. Et Gilles Et reprend le flow. donc, comment ça marche? En fait, on acquiert, comme je vous l'ai dit, la totalité de la bande FM ou DAB et on va en fait démoduler de manière logicielle et non plus matérielle. Il n'y a plus de récepteur
de mesure, hein. Il n'y a pas d'Exilone ou de Promax ou de MC5 ou de MC6. Il n'y a pas du tout de matériel. C'est je dis un décodage, une démodulation exclusivement logicielle, y compris en fait le filtrage RF. Ça se réalise en data center, hein, sur des machines qui viennent puiser en fait dans les acquisitions RF et qui viennent décoder en fait ces signaux, hein. Le décodage TI est assuré également par logiciel SDR, hein. Comme les porteuses TI, pour certains, je- j'ai la joie de partager en fait cette connaissance lorsqu'en fait j'interviens à l'INA. Les codes TI qui nous permettent sur un réseau SFN d'identifier qui contribue à une réception à un endroit donné sont émis selon un procédé totalement différent que le DAB. Bien sûr, c'est émis dans la porteuse DAB, mais en fait, la manière d'émettre les TI est totalement différente. Et donc, on a un décodeur TI spécifique qui nous permet en tout endroit de savoir qui contribue à la réception DAB. L'idée, bien sûr, là derrière, c'est la reproductibilité de la mesure, la comparaison des résultats et également, en fait, le fait de ne pas avoir à démoduler en temps réel nous permet d'améliorer les rapports signal sur bruit et d'aller dans les détails en termes de démodulation et d'aboutir à des performances plus élevées qu'en fait un autoradio standard. euh, et en tout cas, de retrouver en fait des, euh, des informations qu'un mesureur standard ou un autoradio grand public ne sont pas capables d'acquérir en temps réel. Voilà, donc là, le SDR, hein, le génie logiciel, on va dire en différé, permet une analyse et prendre le temps en fait de l'analyse. On n'est plus en temps réel euh, et on prend le temps de décoder tranquillement le signal RF numérique. Donc en fait, on réussit à aspirer tout le spectre en un seul passage et après, on arrive à tout décoder tranquillement et de manière plus précise que ce que ferait un appareil sur un seul canal. Absolument, ouais. Et on refait le roulage, en fait, hein, pour chacun des canaux. On refait le roulage tranquillement, en réalisant une démodulation DAB, on va dire grand public, hein, assortie d'une démodulation TI, et qui est beaucoup plus pro, puisqu'en fait, les codes TI qui permettent d'identifier les émetteurs ne sont absolument pas exploités pour la réception grand public. Bon voilà, juste pour info, on est à 30 personnes. Il y a des nouveaux arrivants, donc je les salue. On a un peu commencé, on a enregistré aussi la présentation, si jamais vous voulez vous revisualiser le film samedi soir en famille, vous pouvez le faire. Donc, pour poursuivre un petit peu l'analyse, donc on a vu qu'on roulait, on acquérait plein d'informations, on était capable d'extraire plein de données avec un seul passage en voiture. Et là, on va regarder un petit peu comment on fait pour l'utiliser et une fois qu'on est devant l'ordinateur et qu'on a fait sa campagne de mesure, où on a finalement pas besoin de tellement réfléchir au début, on acquiert le truc, on roule une partie enfin, sur une portion de route. Après, on fait traiter ce fichier-là, on le récupère sur FMNet et après, il faut aller un petit peu fouiller pour comprendre ce qui se passe et c'est ce qu'on va regarder avec les slides suivants. Donc, tout d'abord, il y a une première analyse un petit peu basique, mais qui permet de comprendre le contexte RF notamment. C'est d'afficher en fait tous les niveaux de champ cumulés sur tous les canaux qui ont été mesurés pour identifier où est-ce qu'il y a des sources d'émission. Donc là, on a cette carte qui permet de voir ça, la carte qu'on a appelée wideband. Donc une fois que je suis sur un parcours de mesure, j'affiche ce cumul des niveaux de champ en fait, de tous les canaux et je vois où sont les zones rouges, les points chauds en fait, où j'ai des émetteurs. Parce que, enfin, je sais pas, sauf certaines personnes qui connaissent tous les réseaux de France avec tous les canaux qui sont disponibles sur toutes les routes de France, moi, je sais pas. Donc, ça me permet d'avoir une première impression, une première compréhension de ce qui est présent sur cette route, y compris des émetteurs FM et de 107.7.
Ensuite, on peut aller. Ah, attendez, parce que voilà, j'ai un masque. On peut aller canal par canal, également regarder où se trouvent les émetteurs du réseau qu'on souhaite étudier. Et on peut aussi comparer avec un autre réseau qu'on voudrait comparer ou des choses comme ça. Donc, cette première approche niveau de champ permet de savoir où sont tous les émetteurs et canal par canal. Ensuite, on a une indication de taux d'erreur. Donc, le taux d'erreur, bien sûr, c'est pas sur la bande, c'est sur un canal en particulier qu'on va analyser et on va aller se rendre compte s'il y a des endroits où en fait on a des taux d'erreur, des valeurs de taux d'erreur qui montreraient une faiblesse une difficulté de décodage du signal. Sur les cartes et les valeurs qu'on présente, c'est des valeurs qui sont plutôt dans les tons bleus, voire noirs quand il n'y a pas de décodage possible. Ça correspond à MER inférieur à une valeur de 10 dB à peu près. Et donc, on va aller voir sur cette carte qui fait le tour du périphérique parisien, on voit que à proximité d'émetteurs, je ne sais Le pas sur mercurial? quel canal on est, mais Ouais. on voit à proximité des émetteurs où le canal mesuré n'est pas présent, on voit qu'on a des difficultés à discriminer le signal et à décoder le signal, quoi. Voilà. Hop. Après. Euh, Ce qui est intéressant aussi avec ce système, c'est on a une très bonne sensibilité au niveau des TI. Donc les TI, c'est vraiment ce qui identifie en DAB chaque émetteur à l'intérieur d'un même réseau. Et donc on va pouvoir cartographier finalement où est utile chaque émetteur du réseau et où se fait la bascule d'un émetteur à un autre sur le réseau. Donc sur la carte qu'on voit ici, c'est une carte qui est faite sur le 6D, c'est ça, Ouais. Multiplex le Strasbourg étendu. IPEC de Strasbourg étendu, où on a en fait sur la partie en haut à droite, la partie verte, on voit l'émetteur de Colmar qui est reçu, donc on voit le TI, les pastilles sont en vert parce que l'émetteur le mieux reçu, c'est l'émetteur de Colmar. Après, on a une zone un peu grise qui est, pardon, qui est en fait la zone intercalaire. En fait, on va recevoir à la fois l'émetteur de Colmar et l'émetteur du Tanner. Voilà, qui sont reçus dans un mouchoir de poche, hein. Donc, voilà, des niveaux très, 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 très proches. Et à cet endroit de jonction, il est super important qu'en fait la condition SFN soit parfaitement satisfaite, hein. Donc synchronisme parfait et intervalle de garde respecté. Sinon, ça marche plus. Donc là, voilà, ça permet vraiment de visualiser et encore une fois, on va pouvoir comparer sur un même niveau de zoom deux réseaux, l'étendue avec le métropolitain pour voir en fonction des choix d'émetteurs qui ont été faits, de puissance et d'antenne, de voir où on bascule de l'un à l'autre, si ça bascule bien, s'il y a des émetteurs qui sont utiles, moins utiles, voilà. C'est cette grille d'analyse qui est Et sur la vue, par exemple, qu'on représente, hein, on a trois émetteurs, hein. Vous avez une zone ocre, hein, du côté de Mulhouse, en Mulhouse-Ville, où on a un émetteur 6D dans Mulhouse-Ville. Et un drive test qu'on a fait suite à l'allumage de l'émetteur bleu, qui est émet à partir d'un des sommets vosgiens avec beaucoup de puissance. Et en fait, on voit que même à proximité de l'émetteur local en ocre, hein, côté Mulhouse, eh bien, en fait, c'est quand même l'émetteur de grande puissance qui se trouve à 20 km de Mulhouse qui prend le relais très rapidement, en tout cas sur la partie mobilité. Évidemment, en fixe, les habitants de Mulhouse, les auditeurs de Mulhouse auront probablement plus tendance à recevoir en fait le signal émis par l'émetteur local au belvédère de Mulhouse. Euh, voilà. Et cette représentation, c'est pas une analyse particulière, hein, c'est tous les drive tests que nous faisons proposent sur tous les canaux décodés cette visualisation. Donc ensuite, quand on veut aller plus en détail et regarder ce qui se passe sur chaque point, en fait, en cliquant sur un des points de mesure, donc je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on avait, quand on passait d'une zone à l'autre,
enfin, d'un émetteur à un autre, un TI à un autre, on a une couleur un peu, enfin, un point avec une croix qui apparaît. Donc, on n'a plus une couleur pleine, on va dire, sur chaque pastille, mais c'est ces petites zones avec des croix là. Et en cliquant sur chaque point, on a le détail de ce qu'on reçoit sur ce point. Donc, on arrive à voir que sur ce point-ci, on reçoit le TI 67.1 qui correspond à l'émetteur de Colmar. Et c'est lui qui est le mieux reçu. Et on a le délai qui est calculé entre c'est le temps d'arrivée en fait entre l'émetteur et le point de réception. Ça correspond aussi à la distance. Et on voit qu'en deuxième, on récupère le signal de Mulhouse 6D, qui est le petit émetteur local de Mulhouse, qui est dans le centre-ville, qui est reçu à 1,3 dB environ en dessous du signal principalement reçu qui émet de Colmar. Et puis en dernier, on reçoit une contribution à moins 2,6 dB en dessous de l'émetteur du Tanner-Hubble. Donc sur ce point-là, on reçoit trois contributions. Une qui est la mieux reçue, c'est celle de Colmar. Une un peu moins bien reçue, l'émetteur de Mulhouse Centre. Et une autre 3 dB en dessous environ, qui est de Mulhouse Tanner-Hubble. Donc on a cette analyse, on arrive à voir ce qui se passe, on va dire, en chaque point pour chaque canal qui a été mesuré sur le drive test. Donc on visualise, hein, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ces zones où on voit les croix, où on a en fait des niveaux équivalents, où c'est plus le bleu qui est majoritaire, enfin qui est le plus fort, c'est plus le vert, on est vraiment dans des zones de bascule, et c'est là où en fait on va être très sensible au réglage, et c'est là où on va pouvoir mesurer des problèmes éventuels de réglage du réseau SFN. C'est vraiment là où ça sera le plus important que ce soit bien réglé, parce qu'il n'y en a pas un qui est dominant par rapport à l'autre et qui peut masquer finalement des problèmes de SFN. Donc, si on veut vérifier des problèmes de SFN, c'est là qu'il faut aller et faire des mesures plus précises. Euh, Ce qui est intéressant aussi par cette analyse, on va dire, large spectre, c'est que on a tous les canaux qui sont reçus, donc on peut mettre en évidence, c'est-à-dire qu'on ne détermine pas comme avec les outils précédents, des outils de mesure comme les outils Audemat ou les outils enfin, qu'on connaissait en FM, où il fallait dire je vais faire tel parcours, je me mets sur telle fréquence et je vais mesurer ça. Là, comme on prend tout, on voit tout ce qui est présent sur le chemin, et donc on voit potentiellement s'il y a des doubles couvertures, parce que là, on a mis en évidence par exemple le métropolitain 1, on voit le 6C et le 8B qui sont reçus sur un même parcours, et on voit qu'il y a du recouvrement en fait. On arrive à mettre en évidence du recouvrement sur des canaux différents. C'est pas du recouvrement Des d'émetteurs SFN. sur une plaque SFN, c'est des recouvrements vraiment de plaques différentes. Donc ça peut être aussi Donc on a, intéressant comme grille d'analyse pour optimiser un peu le réglage des émetteurs ou des puissances, ajuster des oui, puissances et ou des même choses comme ça. optimiser un réseau, hein. Il y a des endroits manifestement où des émetteurs ont été insérés et en fait on n'arrive pas à comprendre en drive test pourquoi ils ont été insérés parce qu'en fait ils viennent en doublon en termes de couverture. On a des endroits où on reçoit trois voire quatre fois un exemplaire de multiplex. Donc là, on se posait la question de savoir si on ne peut pas optimiser le réseau de manière à réduire en fait ces doubles couvertures. La double couverture, quand il s'agit de canaux différents, pose aussi la question du comportement des récepteurs, des autoradios face à la multiplication en fait de canaux qui portent le même multiplex. Ça, c'est une question à se poser. C'est comment en fait la commutation peut se faire convenablement lorsqu'en fait le récepteur a le choix entre n canaux pour recevoir un multiplex. Autre intérêt donc du dispositif, c'est de mettre en avant des phénomènes, d'éblouissement hein, qui sont, bon, bien sûr, là on est sur des autoroutes, donc on a premier type d'éblouissement, c'est par des fréquences 107.7. On a
on arrive tout près d'un émetteur de 107.7, le véhicule il est calé sur une réception en DAB, et même si on n'est pas sur la même bande de fréquence, on n'a pas des filtres, on va dire, drastiques sur chaque bande. Donc quand vous êtes sur de la FM, vous recevez un peu du DAB, et quand vous êtes sur du DAB, vous recevez quand même aussi de la FM. Et là, c'est ce qui peut se passer quand on passe à côté d'un émetteur de 107.7, où on arrive d'orientation enfin, dans l'azimut de l'antenne très directive de la 107.7, sur une puissance qui peut être parfois quand même assez forte. Et on a aussi des cas de figure d'émetteurs qui ont des antennes très très basses en fait dans des pylônes. Donc quand on est sur des bords d'autoroute et on voit des antennes log qui sont à 6 ou 10 mètres dans le pylône, et on passe juste devant, ben, on peut arriver à perdre la réception. Donc c'est intéressant de voir qu'ici, on a sur ce drive test, on a du MER qui devient très faible à l'approche de cet émetteur 107.7. Alors, c'est des choses ces cas de figure, on les rencontre en pratique, puisqu'en fait, les récepteurs aujourd'hui autoradio avec les antennes requins ou les antennes extérieures, en fait, sont large bande et sont très facilement éblouissables. On a des retours de la part de nos amis de l'Arcom qui nous disent qu'il y a des endroits où, en fait, le 107.7, et on le verra sur la slide suivante, peut-être des émetteurs DAB viennent en fait saturer le récepteur et empêcher le récepteur de fonctionner. Phénomènes d'éblouissement sont là aussi. Il faut se souvenir qu'en fait, la bande FM, si on la multiplie par deux, c'est qu'on prend l'harmonique de la bande FM, on tombe sur la bande DAB. Et donc, le 107.7, par exemple, si on multiplie par deux, on tombe sur le canal 6D, pardon, 11D, 10D, non? 11D, 10D, 10D. Ah, Et, d'accord. heureusement, il y a peu de cas de figure. Je pense que l'ARCOM a pris soin de ne pas exposer en fait les canaux 10D au 107.7, mais on a d'autres cas de figure où des émetteurs FM à proximité de routes avec des antennes relativement basses viennent saturer le récepteur DAB simplement parce qu'en fait l'harmonique 2 de cet émetteur est produite au niveau du récepteur. Hein. C'est pas l'émetteur qui pose problème, hein, l'émetteur FM, c'est le récepteur saturé qui génère une fausse harmonique et qui vient perturber évidemment la réception DAB à cet endroit-là. Et donc, de la même façon que l'éblouissement du DAB par la FM, c'est encore pire quand on a du DAB par du DAB, c'est-à-dire que on est sur un réseau, je sais pas, un réseau 1, et on passe à côté d'un émetteur d'un réseau 2, et cet émetteur ne fait pas partie du réseau 1, donc on se retrouve avec un niveau très très élevé de DAB sur le canal du réseau 2, d'autant plus si on est en canal adjacent, parce que là on est vraiment tout proche, et donc on va se retrouver avec une différence de, je sais pas, plusieurs dizaines de dB entre le signal du réseau voisin et celui qui nous intéressait, et là le décodage est plus possible, parce qu'en fait le contrôle de gain, il peut pas se faire. Enfin, il y a tellement de différences que c'est pas possible. Il n'y a pas des filtres critiques au niveau du récepteur qui permettent d'avoir ça. Donc, il y a déjà eu des cas de figure qui ont été résolus, hein. Je me rappelle qu'au tout démarrage du réseau Paris-Marseille, je crois que c'est le réseau M2 qui avait choisi de mettre un émetteur au-dessus de Villefranche-sur-Saône, qui couvrait vraiment la ville, plus le péage là, qui est très fréquenté à ce niveau-là. Et le réseau M1 avait découvert que, voilà, en étant en canal adjacent, leurs auditeurs qui s'arrêtaient quand il y avait des bouchons au niveau du péage perdaient la réception, parce que le récepteur est désensibilisé. Donc la solution qui avait été trouvée et qui est toujours en service, c'est de mettre un petit réémetteur sur le même site que le réseau M2, avec peut-être une petite puissance, mais au moins d'avoir un signal un petit peu plus fort pour éviter ce phénomène et Oui, récupérer la qualité de réception, quoi. et éviter en fait l'énorme différence de signal comme on peut le voir sur ces slides.
le canal impactant et le canal 9C, le canal impacté, canal 9B, 9B qui est les M1, qui n'est plus recevable hein, au pied de l'émetteur M2. Mm. Donc là, sur D'où la courbe, l'intérêt hein, de la colocalisation en fait de ces émetteurs lorsqu'il s'agit de routes ou d'autoroutes. donc là, le 9B, là, sur le... Donc on a accès aussi à ce graphe, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc le 9B, il est ici, et le 9C, il est là, hein. Donc oui, plus de 40 dB d'écart entre les deux, donc il n'arrive pas à le décoder. Et on le voit bien ici sur les courbes, on a du MER, soit il arrive carrément pas à décoder, c'est quand on a c'est marqué saturé là, ou alors des valeurs, comme je vous disais tout à l'heure, inférieures à 10 dB là, quand on s'approche de cet émetteur. Alors que sur l'autre réseau, aucun problème, ça fonctionne très bien avec un MER supérieur à 20 dB. Autre intérêt finalement de ces mesures et de l'analyse avec les valeurs de TI, c'est qu'on a en fait les niveaux relatifs des différents émetteurs et on a aussi les délais qu'on peut calculer assez facilement entre le point d'émission et le point de réception. Et donc on arrive à déterminer des zones très critiques pour la réception, qui sont en fait des zones d'annulation des signaux quand les signaux arrivent avec des niveaux très proches, à une fenêtre de allez, quelques dB et qui arrivent aussi de manière synchrone, donc qui arrivent en même temps. Donc on a des annulations qui vont se produire dans le spectre sur certaines porteuses et qui vont aboutir à une Dégradation impossibilité de de MER. décodage en fait, parce qu'en fait on va perdre beaucoup d'informations dans le mux DAB. Autre problème SFN qu'on a pu identifier, là enfin, c'est un problème qui est résolu maintenant, mais ça se produisait au sud de Lyon. On avait en fait sur cette partie-là, au nord de Oulin, entre Oulin et Sainte-Foy-les-Lyons, on avait en fait la réception d'un émetteur distant, l'émetteur de Champs-Rousse, hein, qui est quand même à plus de 200 km de Lyon à vol d'oiseau, mais qui arrive très très fort parce qu'il y a un canal de propagation. Enfin, en gros, l'émetteur est en haut d'une montagne qui a vue de cette zone-là. Et cette zone-là, elle est plutôt masquée de l'émetteur de Lyon. Donc, du coup, on a en fait un émetteur distant qui arrive avec un temps de propagation qui est énorme, qui dépasse l'intervalle de garde et qui arrivait avec des bouts de signaux locaux donc décalés dans le temps. Donc, on avait vraiment une interférence euh, qui conduisait en fait à des problèmes. On est passé en véhicule avec François K justement de Radio Classique là, pour écouter le M1. Et ici, à cet endroit-là, on était à l'autoradio, hein, c'était même pas sur un appareil de mesure. L'autoradio savait plus quoi faire, quoi. Il décodait pas. Au début, on comprenait pas, on n'avait pas encore le DAB radar. Et après, une fois qu'on a fait les mesures en DAB radar, on a eu l'explication en voyant que, voilà, en effet, on recevait le TI de Champs-Rousse à cet endroit-là, qui est avec un signal bien plus fort que les deux contributeurs locaux qui étaient l'émetteur de Vienne et l'émetteur du Mont-Saint-Brin. Ce qu'on fait apparaître aussi, c'est la problématique des tunnels, hein, parce que évidemment, quand on n'a plus de GPS et qu'on n'a plus de réception DAB, non, quand on n'a plus de réception DAB, on a, on a ce problème, c'est on n'a pas de couverture dans les tunnels, donc ça met en évidence des gros soucis, parce que là, on est quand même sur un axe important, par exemple sur Lyon, on a tout un tunnel, tunnel de la Croix-Rousse, plus des tunnels du périphérique qui sont pas couverts, donc bon, phénomène, enfin la mise en place des émissions dans les tunnels va se faire progressivement, mais c'est vrai que pour un auditeur, ça pose un certain souci, notamment quand il y a des bascules en FM qui existent sur certaines radios qui sont en programme local alors qu'elles sont en programme national sur le... Enfin, bon, bref, je ne vous raconte pas, mais c'est assez compliqué notamment quand on parle à des gens qui veulent juste écouter la radio, ça devient un peu complexe. Donc on arrive à cartographier tous les trous de couverture liés notamment au tunnel sans aucun problème. Ensuite, on a repéré, alors après c'est assez ponctuel,
des dysfonctionnements sur des émetteurs plantés. Là, c'est un cas entre Grenoble et Voiron, où là, on voit très bien sur ce passage là, on avait un MER qui était à 7 dB tout le long et pas de Au pied de l'émetteur. au pied de l'émetteur. Et en repassant une semaine plus tard, ça avait été résolu, mais visiblement, il y a des émetteurs qui plantent régulièrement. Donc, si on passe le bonjour avec notre émetteur, avec notre DAB radar, on arrive à déceler ce type de problématique. On en a déjà repéré quand même, Ouais, on a deux cas de figure. ouais. Donc ça se produit quand même assez fréquemment parce qu'on n'est pas non plus tous les jours sur la route à faire du DAB radar, même si on fait 20 000 Et le même km par jour. problème, hein, c'est un problème très particulier, c'est l'émetteur continue à fonctionner, mais avec un MER de 7, hein, très très bas. La bascule SFN se fait très difficilement aussi, avec des coupures. Alors qu'en fait, on a un niveau de champ parfait. Euh, et euh, et l'analyse du signal nous dit, TI notamment, que l'émetteur est clairement planté parce qu'en fait, il diffuse des informations un peu erratiques, même pas un peu, hein, erratiques assurément. Et le même plantage est observé à deux autres endroits en France, hein. Voilà. Et ça, le diffuseur peut pas le savoir en fait, hein. Il n'a pas le retour, il n'a pas d'informations sur l'émetteur, sur sa sonde, sur l'émetteur. Il peut pas. Ben ouais, ça fonctionne, hein, en fait, hein, mais ça fonctionne sur trois pattes, hein. Hmm. Alors pour aller plus loin encore, on a quelques projets, hein, ah non, ça c'est pas encore les projets, c'est pour explorer ce qu'on sait faire, hein, c'est fournir à nos clients des fichiers RF directement, donc soit au format canal, hein, donc la largeur du canal, donc c'est des fichiers qui font quand même quelques dizaines de gigaoctets, j'entends bien, hein, giga, hein, qui sont lisibles par exemple, et notamment avec le logiciel Abracadabra, qu'on apprécie beaucoup directement. Donc ce sont des fichiers qui sont téléchargeables. Ou carrément, si vous explorez en fait l'univers SDR, hein, il existe des matériels. Donc on a le Pluto Plus qui coûte pas grand-chose et qui coûte 200-300 balles, mais qui nécessite de maîtriser des outils SDR et un équipement de NN6, hein, le RF Catcher, qui permet de reproduire et de rejouer le signal RF acquis. Et quand je dis rejouer, c'est toute la bande, DAB ou FM. Et à ce moment-là, de pouvoir la rejouer sur un autoradio, un poste de radio, un Exilone par exemple, ou un analyseur de spectre, pour revisualiser le problème, mais avec un équipement réel et non pas virtuel ou logiciel. On peut l'écouter sur un autoradio, on peut le jouer sur un analyseur DAB ou sur un analyseur de spectre pour voir ce qui se passe. C'est vraiment comme une cassette de caméscope. On se refait le film, quoi. Voilà, on peut le rejouer 10 fois, 20 fois pour comprendre un problème. On peut exporter les résultats avec plusieurs formats d'export, hein, des formats XLS, hein, JSON, hein, Pour ça euh, permet aussi de et faire KML. des corrélations si vous avez des outils de simulation, de regarder en fait si les mesures de niveau de champ par canal matchent bien avec les calculs. Et moi, je l'ai fait pour certains clients et c'est vrai que ça permet de vérifier que voilà, ça remplace finalement un audit de puissance du diffuseur au lieu d'aller sur chaque site vérifier que la puissance est bonne et l'antenne est la bonne. Vous faites des roulages comme ça, vous mesurez, vous comparez avec la simulation et s'il n'y a pas un écart flagrant, c'est que grosso modo, on est quand même bon sur sur la partie émission. Alors pour On- trouver d'Abradar, hein, c'est facile. Tu nous donnes le plan pour y aller, Gilles. voilà, donc vous connectez sur FMNet, hein, et ça se passe dans le menu Supervision, la troisième hein, option, et ça se passe ici. Euh, on a d'autres fonctionnalités qui sont titrées actuellement SFN Toolbox, mais en fait, on a rajouté encore d'autres choses
qui sont, on va dire, indirectement liés à Dabradar, c'est qu'en fait, on a la cartographie de toutes les routes françaises et on a réalisé une couverture une étude de couverture sur toutes les routes et on identifie en fait des problèmes de réseau, des problèmes de planification, notamment dans un premier lieu les incompatibilités de code TI qui sont distribuées par le régulateur. Il y a quelques incompatibilités. On ne peut pas réemployer évidemment un même code TI sur une même zone. Et il y a d'autres incompatibilités un peu plus subtiles qu'on affiche là. On a toutes les zones 3dB, M1, M2, ça c'est les zones de bascule où deux émetteurs DAB sont concurrents en fait en termes de couverture sur une zone et c'est les zones critiques où le SFN doit absolument bien fonctionner. Et donc là on les cartographie, mais c'est de la simulation, hein, ce n'est plus de l'acquisition en roulant. Donc là on a également cela pour les multiplex étendus. Et on a également les interférences MFN, SFN. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que sur certaines zones, on constate qu'en fait, un réseau, une plaque SFN est brouillé par une autre, un autre multiplex ou perturbé, hein, qu'il s'agisse en fait d'un multiplex SFN ou MFN. C'est quand des zones se chevauchent, hein, des zones de couverture se chevauchent eh bien, on arrive à les identifier comme cela. Et on a développé un outil qui permet de prédire les endroits où on a un impact d'éblouissement en harmonique 2 FM vers DAB ou en canal adjacent DAB vers DAB. Et vous avez la liste des cartographiés des points d'attention auxquels en fait on peut, on peut se porter, hein. Voilà, donc ça, c'est des outils accompagnant la démarche de roulage hein, et toujours des outils qui sont basés sur la couverture routière et autoroutière en France. On n'a pas encore mis les meilleurs restaurants des autoroutes et les meilleures toilettes qu'on peut retrouver sur tous les bords des autoroutes, mais ça viendra aussi, hein. C'est prévu. Alors, les évolutions à court terme, là aujourd'hui, en fait, on affiche par canal, par multiplex, hein, le MER, le niveau de champ et les émetteurs best server avec le TI. L'idée, c'est de pouvoir assez vite pouvoir pour chacun d'entre vous hein, sélectionner un réseau ou même un service. Réseau par un ensemble ID, EID, ou un service hein, par un SID, et visualiser une couverture sous la forme euh, euh, carto à l'échelle France sur un réseau. On nous a demandé aussi des vues simplifiées non techniques, donc avec des icônes, ben, soit Avec deux couleurs. deux couleurs, hein, deux couleurs pour nos directeurs. Donc, une couleur, je reçois, une couleur, je ne reçois pas. Et on commence à avoir une belle expertise concernant les anomalies. On espère qu'en fait, on va pouvoir faire marcher l'intelligence humaine, la nôtre, celle de Creacast, pour peu à peu automatiser la détection des anomalies, SFN, absence de champ, éblouissement, etc. Pour la mise à jour des données, on nous a questionné évidemment. On se fixe un objectif de 20 000 km de roulage par an. Ce qui correspond aux grands axes en France. Bien sûr, on accompagne cet objectif avec des drive tests spécifiques selon vos demandes. Euh, Concernant l'accès aux données et les aspects, on va dire, commerciaux, euh, nous sommes en train de réfléchir, plus que réfléchir d'ailleurs, hein, on va vous proposer pour certains d'entre vous des abonnements annuels forfaitaires permettant d'avoir accès à la totalité des mesures
On pense évidemment aux grands réseaux nationaux et aux opérateurs qui traitent en fait de sujets à l'échelle nationale. Évidemment, on propose toujours des trajets et des zones sur demande, et là, c'est du forfait au kilomètre, hein, plus des frais de mise en œuvre. Alors, ça vous concerne moins, mais on a des demandes, notamment de constructeurs auto, qui nous demandent des fichiers de zones un peu sensibles, et donc des fichiers RF. Euh, et on peut fournir ces fichiers et éventuellement même le matériel qui permet de rejouer ces drive tests pour pouvoir simuler en labo, on va dire, un trajet sur un canal ou un autre. Euh, Nous, comme les services FMNet le sont, pour nos clients pour lesquels on opère soit des diffusions, soit les têtes de réseau multiplexage DAB, eh bien, on offre bien sûr l'accès aux zones, à la zone concernée, aux informations d'Abradar, comme ces clients ont accès aux informations FMNet habituelles. Et pour tous ceux qui ont participé à ce séminaire, on vous mettra un petit fichier pour aller jouer quand même sur les comptes, pour pouvoir un petit peu vous faire la main sur la bête. Ça peut être intéressant. Ben voilà, on est arrivé. Pour aller encore plus loin, on va vous laisser un petit peu la parole. On va se reposer un petit peu dans nos transats. Alors, je sais pas si on vous a tous assommés, si on a perdu beaucoup de gens en route. Mais voilà, est-ce que ça vous interpelle, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'échanger avec nous? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou pas? Je vois pas de main. Faut oser, hein, on est entre nous, on n'est que 30. Ça va, on se connaît à peu près tous. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions dans la salle, hein? À quelle heure on mange? Non, ça, c'est pas une bonne question. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Non, on n'a pas d'intervention des utilisateurs déjà de Dabradar qui ont peut-être des questions, des remarques à faire, des critiques, des besoins à soumettre. Après, sur les premières analyses, hein, on a quand même exploré un peu le réseau avec nos mesures parce on n'a pas fait que rouler, mais on a aussi regardé un peu les résultats. Et on a quand même quelques conclusions, hein. On voit quand même des problèmes systématiques d'éblouissement DAB, donc des choix de réseau qui font que voilà, euh, surtout sur le bord de l'autoroute, ou le bord des La axes proximité principaux. des émetteurs, hein. Le choix d'un émetteur, d'un point de diffusion commun paraît quand même assez judicieux pour pas, surtout quand on a des canaux adjacents, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même un petit peu surveiller. Et puis on a aussi ce phénomène on a quand même beaucoup de puissance qui est mise en jeu, beaucoup de sites qui ont été mis en jeu, et on voit des zones de recouvrement quand même très importantes des émetteurs à tel point que on peut même se demander on a charrié Radio France pendant très longtemps sur les doubles couvertures de France Musique et France Culture. Sur certains réseaux de DAB, on a quand même des bons taux de recouvrement, hein. Et pas que du service public, hein, Ouais, et pas que justement. du service public. C'est pas forcément judicieux, notamment pour la réception en fixe, parce qu'on a aussi beaucoup de retours de problèmes de réception en indoor et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs émetteurs reçus dans des conditions un peu complexes de réception en indoor, ça ne favorise pas le bon décodage en fait. Donc ça va plutôt même À à l'encontre. l'encontre Mm. Donc ça va peut-être permettre aussi d'affiner un peu les choix d'architecture au réseau qui, c'est vrai que pour le DAB, ont été réalisés par les opérateurs. C'est la première fois. Habituellement, en FM, c'était le CSA enfin, lui, à l'époque, c'était le CSA, maintenant l'ARCOM, qui planifiait les fréquences et les radios venaient dessus et elles mettaient leurs émetteurs là où il fallait. Là, c'est vrai qu'on donne une plaque et après, aux opérateurs de MUX de construire leur réseau.
Et je pense que ouais, il y a certains ajustements qu'on peut justement aider à Ouais. guider par ces mesures de DAB. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les envoyer Oui, par moi écrit. François là, de Radio Classique, j'ai une question d'interprétation. Je clique sur un point là, de mesure Ouais. et il y a trois indications que j'arrive pas bien à interpréter. Il y a Channel Power, bon X dB microvolts, Simulated Power X dB microvolts et atténuateur par exemple 16 dB. J'ai du mal à comprendre ces trois Alors, informations. ouais, merci François pour ta question, c'est tout à fait pertinent. On a, on affiche d'abord la valeur mesurée. Ouais, On donne le contexte de notre dispositif d'acquisition qui comporte un atténuateur qui peut monter jusqu'à 50 dB en fonction de l'exposition en fait de l'antenne à du champ extérieur. Et donc là, tu as une information de contexte sur l'atténuateur. C'est-à-dire, plus l'atténuateur est élevé, la valeur d'atténuateur est élevée, plus manifestement l'antenne est exposée à du rayonnement électromagnétique dans la bande considérée. Et enfin, pour information, FMNet dispose d'un outil de prédiction hein, de signal. Et en ce point, on communique accessoirement la valeur théorique du calcul théorique, incluant le relief bien sûr, mais pas le sursol, du champ qu'on peut espérer à 1,50 m au niveau de la voiture. Donc les deux valeurs, tu as la valeur simulée et la valeur réelle qui sont affichées sur chacun des points d'acquisition, hein, comme le montre d'accord, ouais. Étienne. Tu peux même zoomer hein, comme plus. Dans chaque bulle, on a ces valeurs. Euh, L'idée, évidemment, de comparer le channel power, c'est vraiment la réception sur le canal, hein, Mhm, et de comparer en fait la réception faite sur le canal et ce qu'on espère en fait recevoir d'après les calculs théoriques. Donc là, ah on d'accord, ok, voit je sur comprends mieux. l'exemple que montre Étienne, voilà un écart. Voilà, c'est vraiment le trait de l'aiguille là. On a on peut avoir des écarts beaucoup plus importants lorsque, par exemple, un émetteur n'est pas en service, tout simplement. Et ça nous permet de comprendre qu'en fait on est en train de rouler à un endroit où, en fait, l'émetteur devrait être en service et ne l'est pas. D'accord. Ok, merci. Est-ce que euh, d'autres personnes auraient des questions à nous poser? N'hésitez pas. Je comprends bien que sur certains sujets, ben, les questions viendront évidemment par message privé. N'hésitez pas, mais euh, Peut-être des lettres est-ce qu'on d'insultes aussi, hein. euh, Oui, est-ce qu'on c'est le s- Dumer de l'ARCOM. J'avais une question. Déjà, merci pour cette présentation, c'était très clair et d'avoir introduit cette nouvelle technologie, c'est vraiment intéressant d'avoir simultanément toutes les fréquences. Je comprends que quand vous faites l'acquisition IQ, vous le faites soit FM, soit DAB. Est-ce que vous pouvez faire les deux en même temps? Si on ne peut pas faire les deux en même temps, si on fait le même trajet une fois en FM, une fois en DAB, pour comparer les deux résultats, comment ça se passe? ouais. Alors, en fait, on peut parfaitement faire les deux en même temps. Aujourd'hui, en fait, on a je pense qu'en termes d'FM, on doit avoir 1000 à 2000 kilomètres sur les 20 000 hein, où on a fait de la FM. Euh, Ça nécessite pour nous de déployer tout en double, mais c'est tout à fait possible, hein. C'est-à-dire qu'on sait faire pour un trajet les deux acquisitions. Ceci dit, la demande aujourd'hui est plus importante. On le voit bien, l'attention portée sur le réseau DAB est au cœur de notre quotidien.
alors qu'en fait, on va dire, l'attention portée sur le réseau FM est quand même moindre, hein. Voilà, c'est c'est tout. Mais pour des trajets ou des demandes spécifiques, on peut parfaitement réaliser de la couverture simultanée FM et DAB. Et t'as une idée ou tu vois quelque chose derrière, Non, Axel? mais ma question, c'était plus parce que des fois, on a des problèmes de bascule en fait entre les deux réseaux. Et c'était pour voir comment on pouvait analyser ça. Ouais. Euh, mais Alors ça, c'est tout à fait envisageable. Mais effectivement, le fait de doubler le matériel embarqué, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite quand même un peu d'attention de notre part, hein, lorsqu'en fait on réalise les drive tests, hein, et les faire de manière simultanée et une fois de plus qu'on puisse superposer les résultats sous forme de calque comme on le fait pour le DAB et les différents canaux et pour pouvoir vraiment comparer et comprendre en fait ce qui se passe entre FM et DAB, hein. Euh, oui, Axel, donc c'est possible. merci. Serge Boutet à Clermont. Je voulais dire que j'ai particulièrement apprécié la présentation. Elle est très éclairante. Ça répond à un nombre de questions que je me suis déjà posées. Les doubles couvertures, les problèmes de TI, euh, l'étude effectivement des zones couvertes par un émetteur ou un autre, les doubles couvertures, comme je viens de le dire, oui. C'est vraiment très intéressant. C'est toutes les questions que je me pose autour du développement DAB. Je voulais dire que j'apprécie aussi, j'utilise pas mal Abracadabra qui est très utile. Et je voulais évoquer avec vous aussi les problèmes qu'on rencontre ici en Auvergne. Bon, pas trop sur les autoroutes pour l'instant, mais bon, tout n'est pas démarré pour l'instant, en particulier sur le sud du Massif central. Mais j'ai pu constater aussi quelques bons soucis autour des diffusions dans les vallées très encaissées et des problèmes de réflexion de signaux quand deux émetteurs sont reçus à égalité de signal RF. C'est pas facile à mettre en évidence. Je pense qu'il y a des rotations de signaux. Je sais pas, je parlerai de rotation de phase, mais c'est pas le cas. Mais bon, il y a des Oui, déformations de signaux qui sont difficiles à gérer, me semble-t-il. oui. Voilà, c'est des constats faits par un auditeur passionné et Alors oui, Serge. plus qu'auditeur. Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, avec la multiplication des allumages, il y a certaines vallées qui commencent à être couvertes, malheureusement avec des niveaux de champ relativement faibles, mais exploitables par les autoradios. Le truc, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on est dans de la réception quand même erratique, hein. On a des cas de figure incroyables, hein, où on reçoit à 150 km des émetteurs, en fait, au fond de vallée, du DAB, inespéré et évidemment inattendu et non détectable, y compris avec des logiciels de planification. Et à ce moment-là, effectivement, on est déçu parce qu'en fait, ça marche pas génialement bien, mais enfin, c'est un peu normal. Et effectivement, le jeu des délais, des réflexions et les mélanges qui se produisent sur place est accentué par le faible niveau de champ euh, qu'on a dans ces zones-là. À partir du moment où on allume un émetteur qui couvre ces vallées, hein, dédié à ces vallées, le niveau de champ remonte de quelques dizaines de dB et vient quelque part effacer en fait les traces de signaux qui viennent, qui étaient recevables avant l'allumage de ces émetteurs qui couvrent locaux, hein, qui couvrent les vallées, et les problèmes disparaissent, hein. Y compris les problèmes SFN, puisqu'en fait, dès lors qu'on est au-delà de 10 dB, 15 dB entre l'émetteur principal et un émetteur secondaire, on peut se permettre d'ignorer l'influence de l'émetteur secondaire. Voilà. Et ça va encore changer dans quelques temps, parce qu'il va y aura encore
Peut-être 80-90 émetteurs quelques, ouais, fin juin changements qui vont DAB. démarrer sur M1 et M2. Et du coup, nous, on démarre pas l'équipement de roulage avant cet été, enfin avant juillet, On de fait réviser le véhicule, là. voilà. 49 points de service pour M1. Ok, Ah, merci François. merci, Et François. donc, on roulera cet été, assurément. Alors, c'est pas nous qui roulons, mais on a un conducteur, un fidèle conducteur, hein, avec un équipement embarqué, on va le faire démarrer une fois, je sais pas, une semaine, 15 jours après l'allumage, le dernier allumage, avant l'été. Parce Oui, que ça doit être le dernier allumage, ça doit être la dernière partie de la 75 vers Montpellier, là, j'imagine. bah, par exemple, ouais. J'ai une question peut-être à l'attention de l'ARCOM. Est-ce qu'en fait, cette année, quels sont les allumages prévus massifs, hein, j'entends, je ne parle pas des retards à l'allumage qu'on observe ici et là, Mm. mais les vagues d'allumage massifs qui sont prévues cette année, de manière à ce que nous puissions aussi planifier nos roulages pour que ça colle Et nos vacances. après les allumages plutôt qu'avant. Pour M1, le prochain, après fin juin, le prochain, ça sera fin octobre. Ok. Bon, pour M2, je pense que ça sera pareil. En tout cas, c'est ce que M2 a communiqué. Et le prochain gros allumage, effectivement, c'est 30 juin. Voilà. Et il y a aussi des étendues et des locaux concernés, enfin, qui vont démarrer cette année ou pas trop? Bah, en fait, on n'a pas reçu énormément de sites à agréer de ce côté-là. Donc, on a quelques cas à traiter, mais c'est pas du massif. Enfin, ça n'a rien à voir avec les Ok. phases métropolitaines. Ok. Et encore une question très ciblée pour l'ARCOM. Est-ce que justement, quand on est maintenant des utilisateurs réguliers de l'outil Grist qui nous rend joyeux au quotidien, et on se pose des questions, enfin on voit qu'il y a des phases hein, qui sont maintenant bien indiquées. Il y a des phases 3-2, 3-3, 3-4 enfin, qui sont utilisées pour un champ dans un champ pour le M1 et M2. Par contre, pour les étendus et les locaux, quand il y a des démarrages ou quand il y a même des modifications, on n'arrive pas trop bien à suivre et à flaguer ça. C'est pour la mise à jour des femnet, hein, tout simplement. Et je voulais savoir s'il y avait un indicateur qu'on pouvait utiliser dans votre base de données là, pour suivre un petit peu ces démarrages-là, comme on le fait pour M1 et M2. Aujourd'hui, on l'a pas mis en place parce qu'en fait, c'est vraiment autant dans les déploiements des multiplexes métropolitains, c'est phasé, il y a vraiment voilà, on est à la phase 3.4 là et on va faire 3.5, 3.6. Pour les étendues, c'est au gré des. En fait, c'est enfin, quand un étendu a l'objectif de couverture qui lui était assigné, qui est déjà atteint, en fait, c'est à lui de choisir son, sa vitesse de déploiement. Et donc, on maîtrise pas trop ça. On va quand même, je prends note de la demande. Nous, on a quand même un indicateur pour. T'as pas une date de démarrage que tu renseignes dans cette base de données? Non? Alors, on a la date d'autorisation, la date de démarrage effective. C'est un peu autre chose. La date d'entrée en vigueur de l'émetteur, ça, on l'a. Alors, tout n'est peut-être pas à jour, donc il faudra peut-être qu'on remette à jour. Mm. Mais moi, ce que je pensais, c'était plus. Ça, on peut le mettre à disposition, même si enfin, ça mettra un petit peu de temps. Mm. Ce que je pensais, c'est on a plutôt un indicateur de nous de phase, en fait, où euh, on incrémente à chaque fois qu'on a un lot de sites qui nous arrivent. Ouais, ça serait pas mal. Parce que des fois, c'est vrai que moi, j'ai découvert des modifications et trucs comme ça par hasard en regardant une courbe, en voyant que le niveau avait évolué. Mais j'avoue que je lis pas le JO tous les matins. Des fois, Hmm. je rate. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, nous, on a du mal à discriminer dans la base Grist les émetteurs DAB planifiés de ceux qui sont allumés. Alors Euh, si ça, normalement, c'est. On réellement pourra allumés, en hein. Ouais. changer.
Alors, Ouais. non, réellement allumé, pour nous, c'est pas possible parce qu'en fait, Eh oui. on indique ce qui est réellement, enfin, ce qu'on a autorisé, ce qu'on a autorisé au niveau de l'ARCOM. Je crois qu'il y avait quand même des colonnes pour indiquer la mise en service. Alors, Mais en fait, bon, le truc, c'est que vous avez quand même des ATA sur le terrain. Et en fait, ce qui nous intéresserait, c'est une confirmation de l'allumage de certains émetteurs alors qui ça, viendraient du terrain. Ouais. ça c'est un truc, enfin, c'est quelque chose que l'on fait. Et alors, je serais peut-être côté, je sais pas si Sébastien ou Luc Coucou. peuvent Oui, prendre la main sur cette partie-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la date de premier démarrage d'un émetteur, c'est le diffuseur qui la connaît, ou en tout cas l'opérateur de multiplex. Mm. C'est pas parce qu'un ATA fait un constat à une date donnée que c'est la date de démarrage Ouais, de l'émetteur. ouais. alors il y a une colonne dédiée au contrôle ATA, donc il y a bel et bien sous Grist une information du contrôle effectif après après un allumage, un contrôle, un passage d'un ATA afin de contrôler l'effectivité et le bon fonctionnement du D'accord. point de service, mais aussi des multiplex diffusés, même M2, mais aussi quand il y a des étendues qui s'allument à cette occasion, voire des locaux, ils sont contrôlés aussi lors des déplacements et renseignés On, sous Grist ensuite. on sera preneur de la bonne colonne et, et voir si on peut exploiter ces informations de manière à ce que sur FMNet, l'émetteur soit bien annoncé allumé et pas éteint et inversement. Parce qu'en fait, il y a certains émetteurs qu'on annonce allumés et on découvre ils sont assurément éteints. Et c'est bien parce que du coup, DAB ça nous sert à ça aussi, à voir quels émetteurs sont allumés, parce qu'on a la mesure en roulant avec le TI de l'émetteur, donc c'est pas mal. Bon. Bon, mais Je, je- merci. je vais donner le nom de la colonne, il faut ce que je recherche Merci, ouais. Merci Luc. Mm. Peut-être d'autres questions avant de clore cette présentation, en espérant qu'en fait, voilà, ça vous a éclairé. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions après, vous pouvez aussi. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai pas d'autres questions. Je vois pas de main qui se lève. Ben, écoutez, On va vous libérer. merci beaucoup pour votre attention et votre nombre Ouais, impressionnant. on s'attendait pas à une telle audience. Donc, Ouais. on refera des petits événements comme ça, peut-être sur l'utilisation des Femnet ou des choses comme ça. Sur FMNet et on aura également. Oui, merci Luc pour la date de constat, la colonne CH. Ouais, ok. Un des prochains événements sera consacré au multiplexage DAB et à nos propositions en matière de tête de réseau, puisqu'en fait, on multiplexe toute une série enfin, on produit la collecte et le multiplexage de toute une série de stations de radio et de services. Et on espère en fait vous montrer comment ça fonctionne chez nous et quels sont les avantages passés évidemment par Keacast plutôt que par notre opérateur, hein. Voilà. C'est toujours un peu de pub. Merci. Très bien, bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne Merci journée. Étienne, merci Gilles. Merci à vous Merci. tous. Bonne Merci à journée. vous. Merci Merci à beaucoup. vous. Et Bonne à journée. bientôt Merci à pour vous. une Bonne prochaine journée. émission. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Salut. Oui, à bientôt. Merci à vous.